Bonjour, je m'appelle Olga Popova, je suis historienne de l'art et aujourd'hui je voudrais vous parler de Léonard de Vinci. Le musée du Louvre lui a récemment consacré une exposition importante qui s'est terminée seulement en février 2020. Alors si vous n'avez pas pu la visiter, aujourd'hui je vous parlerai de certains tableaux et dessins qui y ont été exposés. Et je vous parlerai également de la vision que les historiens de l'art ont aujourd'hui de l'art de Léonard de Vinci, qui a suscité de nombreux mystères et de nombreuses hypothèses. Alors, Léonard de Vinci est né en 1452 dans un petit village pas très loin de Vinci, une petite ville pas loin de Florence elle-même. Il est fils illégitime d'un notaire florentin, Piero di Antonio da Vinci, et d'une paysanne, une fille paysanne qui s'appelait Caterina. Alors, son enfance de Vinci passe dans le petit village de sa naissance. C'est son grand-père paternel qui s'occupe de lui. Donc, il n'est pas abandonné par son père. Il n'est pas abandonné, mais il ne reçoit pas non plus une éducation telle qu'un enfant légitime aurait reçu. Par exemple, il apprend le latin seulement sur le tard. Alors, probablement, ces événements de sa vie, de son enfance, ont influencé certains traits de caractère qu'il a eu par la suite, comme par exemple cette soif d'apprendre toujours plus sur le monde autour de lui. On en reparlera un petit peu plus tard. Alors, vers 13 ans, donc à l'adolescence, son père le récupère et le jeune Léonard arrive à Florence. Et il est placé dans un atelier pour apprendre la peinture. Donc son père lui reconnaît un don ou au moins un intérêt certain pour la peinture tout de suite. Puis il est placé dans un atelier, pas n'importe quel atelier, dans l'atelier de Verrocchio. Alors Verrocchio, c'est un artiste en vue à cette époque-là, c'est un sculpteur, peintre, orfèvre. Son atelier reçoit de nombreuses commandes publiques et privées, notamment pour certaines églises florentines. Il faut savoir qu'on est à Florence des années 60 du XVe siècle. C'est le moment où la ville est gouvernée par la famille Médicis, qui est une riche famille des banquiers, mais également des mécènes d'art, qui était à l'origine de l'impulsion qui a été donnée pour que la Renaissance se développe. Et c'est à Florence que ça se passe. C'est le berceau de la Renaissance. Léonard arrive sur cette terre fertile avec son don qui était déjà en lui. Alors on sait très peu de choses en fait de sa vie, il y a très peu de choses qui ont été écrites. Je ne vous parle évidemment pas de ses propres manuscrits, de ses notes, non, mais je vous parle de ses sources tierces qui auraient pu nous renseigner sur son existence. On sait très peu de choses. On sait qu'à un moment donné, il devient un peintre à part entière puisqu'il s'inscrit à la guilde des peintres de Florence. Puis on a également, on connaît le contenu d'une lettre qu'il écrit plus tard au duc milanais Ludovic Sforza, une lettre où il essaie de vendre ses services. Léonard écrit, se présente en tant qu'ingénieur, sculpteur, peintre, et il y arrive, ce qu'il fait qu'en 1482, Léonard part pour s'installer à Milan, où il passera 17 ans de sa vie. Il faut dire quelques mots sur les débuts de Léonard et sur les débuts de son art. Il a subi une influence de ce vivier où il s'est formé. Alors, l'art florentin, la peinture florentine, a toujours été caractérisé par la prédominance de dessins. Le dessin est toujours très important. Si vous regardez des tableaux de Botticelli, par exemple, vous voyez que la peinture, elle vient compléter quelque part le dessin ou prime la ligne, les contours. Eh bien, c'est ce qu'on voit également dans les premiers tableaux de Léonard de Vinci, notamment quand on fait, par exemple, des réflectographie infrarouge, donc c'est un type d'analyse qui permet de voir dans un tableau ce qui se passe derrière la couche picturale. Donc de voir quel était le dessin premier qui a été fait. Eh bien, ce qu'on voit dans ces premiers tableaux de Léonard, c'est un dessin tout à fait, si je peux dire ça, conventionnel, très correct. Mais rapidement, cette technique de travail ne lui suffit pas. Lui qui a tellement envie d'explorer le monde autour de lui, la nature, et surtout, ce qui sera au cœur de
si je peux dire ça comme ça, de la motivation de Léonard, c'est de représenter les émotions humaines et représenter la nature aussi vraie que la nature elle-même. Alors, il passe assez rapidement à ce qu'il appellera lui-même componimento inculto. Donc, en quelque sorte, on peut traduire ça la composition sauvage. Il y a eu plusieurs dessins lors de l'exposition qui ont été exposés. On peut voir par exemple des croquis de la Vierge à l'enfant où l'artiste cherche avec sa plume la position parfaite de la tête de la Vierge, c'est sa position, ses gestes, jusqu'à faire ce qui pourrait nous sembler des gribouillis, hein. Mais tout ça, ça fait partie de cette composition sauvage, un peu, voilà, que le peintre volontairement n'a pas envie de maîtriser tout de suite pour chercher la meilleure représentation, la représentation la plus vraie. On connaît également une autre série de dessins, la Vierge à l'enfant lavant les pieds de son enfant. On pourrait imaginer une mère en train de laver les pieds de son enfant, ou la Vierge à l'enfant avec le chat également. Il faut retenir une chose à propos de Léonard. En fait, son intérêt pour diverses disciplines, la botanique, la zoologie, l'anatomie, les mathématiques, tout ceci a pour but de mieux connaître les rouages de la nature, le fonctionnement même de la nature, pour ensuite pouvoir la représenter dans la peinture. Léonard utilisait lui-même une expression. Il disait la science de la peinture. Il considérait la peinture comme une science et il la plaçait, il semblerait, plus haut que les autres sciences. Par exemple, l'étude du nerf optique qu'il pouvait faire en faisant la section d'un crâne humain avait pour but de mieux connaître le fonctionnement de la vue et des yeux, pour ensuite pouvoir mieux les représenter dans la peinture, dans un portrait. Nous connaissons aujourd'hui de nombreux manuscrits de Léonard, des milliers de pages qui sont restées après sa mort et en fait qui ont été léguées par le maître à l'un de ses meilleurs élèves, Francesco Melzi, qui l'a accompagné en France à l'invitation du roi français François Ier. Francesco Melzi est rentré en Italie, il a amené tous les manuscrits de Léonard, il a commencé à faire leur tri, à les classer, notamment classer ce que Léonard prévoyait comme le futur traité de la peinture, qu'il a commencé mais qu'il n'a jamais terminé. Donc Francesco Melzi s'occupe des manuscrits de son maître. Alors les manuscrits qui sont aujourd'hui classés dans différents codex, par exemple vous connaissez peut-être le codex Atlanticus, mais à la mort, c'est son fils, Orazio Melzi, qui hérite de toutes ces pages précieuses et il les vend, il les disperse à un moment donné, ce qui fait qu'aujourd'hui les écrits de Léonard sont conservés dans 3 endroits principaux, ailleurs aussi également. Les 3 endroits principaux, c'est Milan, la bibliothèque Ambrosiana, la collection de la Reine d'Angleterre et l'Institut de France. On ne peut pas parler de Léonard de Vinci sans mentionner sa fameuse technique sfumato, qui, comme son nom l'indique, permet d'estomper des contours dans une peinture et de rendre des beaux effets brumeux. Alors cette technique consistait à superposer plusieurs couches de peinture à l'huile et toutes les couches supérieures étaient très peu chargées en pigments. Mais en revanche, il y avait beaucoup d'huile. Ce qui fait que l'artiste travaillait chaque millimètre carré de sa peinture en lissant et en donnant cet effet de passage progressif d'ombre à la lumière, cette transition très douce, très délicate, qu'on connaît par exemple dans ces tableaux comme la Sainte Anne ou Saint Jean-Baptiste qui sont conservés au Louvre, ou encore la fameuse Joconde, où la maîtrise de cette technique a vraiment atteint son sommet. Alors on va évidemment parler de la Joconde, mais avant cela, il faut dire que de son vivant, Léonard n'était pas connu en tant que le peintre de la Joconde, mais il était connu en tant que le peintre ayant peint la Seine, la fameuse Seine de Milan, qui est aujourd'hui conservée dans un état assez dégradé. Alors, lorsque Léonard part pour s'installer en France à l'invitation de François Ier en 1516, il amène avec lui ces 3 peintures.
la Sainte Anne, Saint Jean-Baptiste et la Joconde. Ensuite, la Joconde se retrouve justement dans la collection royale française. On sait que Léonard voyage avec ses deux élèves, Francesco Melzi c'est sûr, mais probablement son deuxième élève Salai, qui était son élève préféré. Et ce Salai, et en fait Salai en italien c'est son petit nom, Salai en italien veut dire un petit diable, ce qui en dit beaucoup sur son caractère, récupère, donc ce Salai récupère la Joconde à un moment donné et vraisemblablement, avant même la mort de Léonard, en 1518, il vend le tableau à François Ier. Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus. Et ensuite, la Joconde reste dans les collections royales. Et 30 ans après la mort de Léonard de Vinci, en 1550, un autre peintre italien, Giorgio Vasari, publie un livre qui s'appelle « La vie des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes ». Pour ce livre, aujourd'hui, il est connu de tous les historiens de l'art du monde. Et dans ce livre, Vasari décrit la Joconde. Ses yeux limpides avaient l'éclat de la vie. Les sourcils, avec leur implantation par endroits plus épaisse ou plus rares, suivant la disposition des pores, ne pouvaient être plus vrais. Le nez, aux ravissantes narines roses et délicates, était la vie même. Puis, un petit peu plus loin, à la fin de ce paragraphe, en parlant de son fameux sourire, il rajoute « Un sourire narquois, tellement agréable que c'était chose plus divine qu'humaine à voir, et elle était tenue pour une chose merveilleuse, sans différence avec la vie. » Donc deux choses très importantes. Premièrement, il dit de la Joconde qu'elle est divine, et deuxièmement, qu'il n'y avait pas de différence avec la vie. Donc finalement, lui, de façon posthume, il avoue que Léonard a atteint ce but, le but qu'il avait, le but de peindre plus vrai que la nature. Alors c'est pour ça qu'au fil des siècles, la Joconde est devenue comme une image allégorique de toute la peinture occidentale de cette époque. Et ça également vers le début du XXe siècle, cette image de la peinture entre guillemets classique a été encore plus renforcée, ce qui a participé d'ailleurs à sa notoriété toujours plus grandissante. Alors premièrement, rappelez-vous l'histoire que vous connaissez sans doute, en 1911, la Joconde a été volée du Louvre. Un vitrier italien qui travaillait au Louvre a profité de la situation, il connaissait bien les lieux, donc il a volé la Joconde qu'il a gardée pendant 2 ans dans sa chambre à Paris, sous son lit. Puis il l'a amenée à Florence où il a essayé de la vendre et puis c'est là où il s'est fait prendre. Alors l'absence de la Joconde au Louvre a évidemment participé à sa notoriété. Puis un peu plus tard, les avant-gardes du XXe siècle et puis les artistes du XXe siècle ont tous essayé de s'en prendre à la Joconde puisqu'elle était pour eux cette image par excellence de la peinture entre guillemets classique des siècles passés. Et on connaît la Joconde de Marcel Duchamp avec la moustache et les fameuses lettres L-H-O-O-Q. On connaît également des tableaux de Casimir Malevich, de Fernand Léger, jusqu'à Dali qui s'est représenté en Joconde dans un autoportrait, ou Andy Warhol dans les années 60. Donc au lieu de dénigrer la Joconde, finalement, toutes ces choses, tous ces événements ont participé à augmenter sa notoriété encore plus, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est probablement le tableau le plus connu au monde et Léonard de Vinci, probablement l'artiste le plus connu au monde. J'espère que cette vidéo sur Léonard de Vinci vous a plu, j'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes futures vidéos et je vous dis à très bientôt.